Salut! Ben là, je vais vous mettre un florilège d'interventions d'Asselineau dans les médias. Et vous allez voir qu'il va mettre en PLS tout le monde, en fait. Et vous comprendrez pourquoi il est blacklisté dans la plupart des médias, parce qu'en fait, il est factuel. Et il y a un point commun entre ces médias, c'est que eux, ils ne voient que ce qu'ils croient. Ils sont là pour nous faire avaler un narratif. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si on était dans une église avec un curé qui nous fait un sermon et qu'il fallait gober ce qu'il nous dit, quoi. En fait, tous ces journalistes qu'on voit sont formatés. Ils sont pas là pour faire leur boulot, ils sont là pour faire les inquisiteurs. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui a évolué depuis l'époque de Galilée, où quand il a découvert que la Terre était ronde et qu'elle tournait, eh ben, on lui a dit si tu fermes pas ta gueule, on va te couper les couilles. Eh ben, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire à Asselineau, c'est qu'on tente de lui couper les couilles, sauf qu'il se laisse pas faire. Et ça me, là, je vais faire une digression parce que, en fait, ça me fait penser aussi à Didier Raoult, qui a subi le même traitement pendant toute cette période de crise sanitaire. En fait, c'était un peu le Asselineau de la médecine. Enfin voilà, parenthèse refermée. Je vous laisse avec ces interventions qui me renforcent dans ma conviction d'aller foutre un bulletin Asselineau dimanche. Vous affirmez par exemple que deux des pères fondateurs de l'Union européenne, Robert Schuman et Jean Monnet, étaient des agents de la CIA. Y a-t-il un historien ou un biographe qui affirme une chose au-delà de vous-même? Voilà, vous avez le magazine Historia, par exemple, et qui met justement que la CIA... Ils ont été payés par la CIA. Finance la construction européenne. Je conseille à toutes les personnes qui sont intéressées... Non mais vous dites, pardonnez-moi, précisément qu'ils ont été des agents de la CIA, ce qui est une infamie, c'eût été une infamie de leur part. Vous pensez qu'ils ont donc trahi la France, ces deux personnages? Écoutez, moi je vous lis, je vous donne mes sources. Il y a eu des sources également, des documents confidentiels défense de l'administration américaine révélés par le Daily Telegraph du 19 septembre 2000. Tout ça est en ligne sur notre site internet. Et vous dites aussi que Boko Haram, Daesh, l'attentat contre le marathon de Boston, tout ça a été ourdi par les services de renseignement américains. Écoutez, voici votre collègue de BFM qui nous explique que le FBI a aidé des musulmans à commettre des attentats. C'est pas moi, c'est BFM. Moi, on me traite de complotiste. Mais en fait, moi, je cherche ça, c'est le journal Le Monde. Le FBI mis en cause dans l'organisation d'attentats par des Américains musulmans. Donc, Boko Haram, c'est la CIA, ce sont les services secrets américains, aince que Daesh et le marathon de Boston. Je ne vais pas vous sortir ici tous mes documents. Non, c'était votre credo. Je voulais juste savoir si vous le pensiez. Non, mais ça n'est pas un credo, monsieur. Ça n'est pas un credo, c'est simplement des sources d'informations que je prends chez tous vos confrères. Donc, qu'il y ait un grand débat national qui ait lieu sur ce sujet, si vous le souhaitez. Donc, vous pensez qu'un débat est possible sur ce thème-là, que la chose n'est pas dite et que l'histoire n'a pas été écrite? En tout cas, ce que je sais, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui savent et qui se renseignent et qui lisent beaucoup de documents sur ces questions. Voilà. Il faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'Émirat du Qatar ou avec l'Arabie Saoudite, qui sont, on le sait, parmi les principaux pourvoyeurs financiers et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Les grandes gueules avec François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle au nom de l'UPR. Alors vous aussi, vous êtes un pur produit du système. C'est quelque chose qu'on reproche à certains candidats à cette élection présidentielle. Regardez votre parcours, vous avez fait HEC, l'ENA, bravo, parce que c'est plutôt un parcours d'élite. Inspecteur général des finances de profession. Vous avez fait pas mal de cabinets ministériels dans des gouvernements de droite, Balladur, Juppé, vous avez travaillé avec Charles Pasqua. Oui, je suis... si vous voulez dire que je suis compétent, oui, je suis d'accord. Vous n'avez pas peur que toutes ces thèses complotistes, elles décrédibilisent au contraire Écoutez, votre ça propos? n'est pas... Je suis un peu énervé par ces questions parce que tout figure sur notre site internet. Vous êtes journaliste, c'est votre devoir d'aller regarder ce que je dis. Vous me parlez de Dalai Lama, du Dalai Lama et de la CIA. C'est un journaliste de Libération qui m'a attaqué là-dessus. Manque de chance, c'est un article de Libération de 1998, vous le lisez comme moi. Bon, Absolument. donc moi je prends, et puis il y a l'Humanité, et puis il y a le journal Le Point. Donc en fait, ce que l'on me reproche sur cette question, c'est d'utiliser les journaux.
Deuxièmement, USA et terrorisme, ça n'est pas moi qui le dis, c'était simplement par exemple BFM TV, le FBI qui organise des attentats avec des musulmans américains. C'est dans le journal Le Monde du 21 juillet 2014. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je cite les journalistes. D'ailleurs il y a quelque chose qui me paraît grave. C'est que, il y a quelques années en France, le débat sur ces questions était autorisé. Je rappelle d'ailleurs que, par exemple, regardez cette revue Historia, la CIA qui finance la construction européenne. Il est toujours, nous en parlons. Oui, mais ça, si vous voulez, c'était en 2003. Libération, c'était en 1998. Maintenant, ces journaux disent le contraire. On a verrouillé en France le débat sur cette question. Et bien moi, je m'adresse ici aux gens qui m'écoutent. Les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. L'autre jour, j'étais à Nevers. À Nevers, il y a des gens qui sont venus à ma conférence et qui m'ont dit, tiens, on était allé voir la conférence de M. Philippot quelques semaines avant, parce que pendant les européennes, parce que M. Philippot, figurez-vous qu'il vient, une partie des gens du Front National viennent copier nos analyses. Ça, c'est exact. Bon. Il y a eu un forum démocratique qui s'est passé à Paris. M. Philippot est venu se cacher derrière un pilier pour prendre des notes. Il y a des gens qui sont venus le voir, mais vous êtes là, M. Philippot. C'est pas bien. Et il a dit... Vous étiez sûr que c'est pas Mme Morano, parce qu'elle fait ça aussi. Non, oui. Mme Morano, je ne sais pas si elle aurait compris. Alors, M. Philippot, lui, a quand même compris. Monsieur Asselineau, Valentine Lethès pour France Inter. Dans votre programme de 2012, il y a un chapitre entier sur la liberté de la presse, dont un point, assurer une diversité politique représentative des différents courants d'opinion parmi les journalistes, présentateurs d'émissions d'information. Ça veut dire quoi, monsieur Asselineau? Eh bien, ça veut dire qu'actuellement, on a parmi les journalistes dans les grands médias d'information le sentiment que tout le monde pense la même chose. On l'avait vu, par exemple, au moment du référendum sur la Constitution européenne, tous les commentateurs étaient pour. Et ça n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'au moment d'un référendum sur la Constitution européenne, tous les commentateurs, sur toutes les radios, étaient pour. Et ça se voit parce qu'il n'y a pas seulement que les responsables politiques qui s'expriment, il y a aussi les commentaires, il y a le nuage d'informations voilà, qui est tout autour. Il n'est pas normal que ce soit de cette façon. Et beaucoup de Français, croyez-moi, ont le sentiment que quand ils écoutent les grandes chaînes de télévision, par exemple, ou de radio, il n'est pas normal que les Français aient le sentiment que l'ensemble des commentateurs, des journalistes, penchent dans le même sens. Voilà. C'est ce que je pense. Il y a des commentateurs, pas forcément des journalistes, il y a des gens. Comment? Pardonnez-moi, mais les commentateurs ne sont pas forcément... C'est vrai, vous avez raison, mais alors justement, pour l'exemple, pour les... tout à fait la même chose. Oui, mais c'est vrai, mais par exemple, les commentateurs, on pourrait avoir des commentateurs voilà, qui soient, par exemple, pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Donc on choisit comment? On leur demande de présenter des cartes de parti? Non, on demande tout simplement aux responsables, aux médias, de faire appliquer, par exemple, la charte de Munich de 1971. Voilà. Oui, la charte de Munich sur l'éthique du journalisme. Ben, c'est l'éthique du journalisme, madame. Non, je ne suis pas le prédateur, j'ai toujours pensé. D'ailleurs, j'ai créé un mouvement politique, vous l'avez aimablement rappelé, voilà bientôt 12 ans, pour expliquer aux Français que de toute façon, l'affaire va exploser. Puisque de toute façon, M. Macron, par exemple, n'a aucun pouvoir comme ses prédécesseurs. Il va écrire une lettre demain, oui, mais le débat national va avoir lieu à partir de mardi. La seule lettre qui intéresserait les Français, c'est sa lettre de démission. Voilà. Je voudrais dire d'abord que il y a les 8 candidats dont vous parlez tout à l'heure, d'après l'ARCOM, ont bénéficié au cours de cette campagne de 92% du temps de parole. C'est-à-dire que 8% du temps de parole sont réservés aux 30 autres candidats. C'est un scandale démocratique. C'est un scandale démocratique. Non. Il n'y a aucun pays démocratique au monde où il y a une telle différence. Plus ou moins d'Europe? D'ailleurs, je vous signale, par tout hasard, que nous avons saisi l'OSCE, vous savez, cette organisation qui surveille la façon dont se déroulent les élections en Biélorussie, en Russie, au Venezuela, et je reçois demain des observateurs qui viennent voir comment sont traitées les élections européennes en France. Nous avons, écoutez, j'ai eu... plus ou moins Non, dans nos vies quotidiennes pour la changer? Laissez-moi parler, pour une fois que j'ai la parole, laissez-moi parler. C'est un scandale la façon dont se déroulent ces élections européennes, où on vient 5 jours avant le scrutin nous demander notre avis à 23h lorsqu'il n'y a plus personne. Je représente, vous savez ce que je vais vous dire?
Moi, j'ai une chaîne de télévision, je suis le responsable politique qui a fait 20 vidéos qui ont dépassé 500 000 vues, Oui. 7 vidéos qui ont dépassé 1 million de vues. C'est ça que les Français attendent comme véritable débat. Est-ce que oui ou non, on va rester dans cette Union européenne qui est en train de nous détruire et d'écraser nos libertés, notre niveau de vie et qui nous entraîne vers la François, guerre? c'est vrai. Alors, d'ailleurs, en fait, les Français ont déjà tranché. En 2005, 55% des Français ont voté non. Quelle a été la suite des événements? Les européistes ont imposé quand même la construction européenne. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Nous sommes là pour la combattre. Bon, ben voilà, il n'y a rien à rajouter, hein, tout est dit. Quoique, il y aurait encore plein de choses à dire. C'est marrant parce que je croyais que ça n'existait plus des gens qui étaient entiers en politique. Donc, à partir du 9 juin et dans les temps qui vont se succéder après, il faudra choisir. C'est-à-dire la liberté ou l'Union européenne.